Mon propos va être peut-être plus introductif pour essayer de donner quelques idées de problématiques un peu sur effectivement quels sont les changements induits par une situation de conflit. Je traiterai aussi un petit peu de mon expérience, de mes travaux, de ce que finalement la situation de conflit et la privation de quelque chose qui nous est forcément cher, c'est-à-dire le travail de terrain quand on est chercheur en sciences sociales, eh bien, induit dans le quotidien, dans la façon dont on va mener sa recherche. Tout d'abord, je pense qu'il est important de dire que cette privation constitue, et la situation de guerre qui souvent a fait naître la privation, eh bien, constitue une frustration extrêmement importante et elle induit un sentiment de malaise, non pas seulement parce qu'effectivement on se trouve coupé de quelque chose qu'on aime faire, quelque chose qui nous intéresse, mais aussi parce que eh bien, on se trouve en situation de guerre eh bien, avec les interlocuteurs avec lesquels on a développé des relations souvent d'amitié, eh bien, qui eux-mêmes ont leur vie qui sont bousculées à des points qui sont absolument terribles. Ça peut produire la violence, la mort, le déplacement. Toutes ces conditions-là sont effectivement difficiles, donc il y a de la frustration par rapport à son ambition de recherche, mais il y a aussi de la frustration parce que eh bien, on se trouve confronté à des situations qui sont très différentes, très compliquées à gérer aussi sur le plan personnel, avec parfois des implications qui peuvent être aussi eh bien, comment est-ce qu'on se positionne pour aider ces personnes, soit financièrement, soit pour obtenir des papiers, pour obtenir un statut, pour voyager, tous ces éléments-là qui vont d'une certaine manière affecter et naître de la frustration. Alors, passer cette frustration, parce qu'on ne peut pas seulement s'arrêter à cette question, même si elle prend une part importante, et je terminerai là-dessus, il me semble qu'on peut aussi avoir une démarche qui va être constructive et aussi créative. C'est-à-dire qu'à titre personnel, moi, après avoir passé 3 séjours au Yémen qui ont totalisé 4 années de présence sur le terrain, et avant même la situation de conflit, j'ai été privé de terrain pour des raisons administratives, une décision des services de sécurité yéménites qui m'ont brutalement amené à quitter le terrain où j'habitais avec femme et enfants. Ça a produit, moi, sur le coup, une frustration. Le sentiment que je pouvais, d'une certaine manière, vivre sur les restes de ce que j'avais accumulé pendant ce séjour de présence sur le terrain. Et puis ensuite, une frustration redoublée, y compris par la situation de guerre qui a émergé par la suite, et qui m'a encouragé à peut-être développer une problématisation différente de mes travaux. Et c'est ce que j'ai tenté de faire à travers l'ouvrage Le Yémen de l'Arabie heureuse à la guerre, qui a un titre qui est peut-être plus explicite en anglais. Il y a la publication qui a été traduite et publiée récemment chez Oxford University Press et Hearst, et qui est Yemen and the World. Et donc c'est d'essayer de comprendre comment, eh bien, de l'extérieur, en s'appuyant aussi, et c'est quelque chose de très important, et je pense que Franck insistera aussi là-dessus, en ayant, je dirais, un background, une connaissance fine du terrain, des enjeux, de la géographie, des structures sociales, des rivalités entre élites, tous ces éléments qui font finalement peut-être le sel de la recherche en sciences politiques, eh bien on pouvait aussi, depuis l'extérieur, développer une approche différente, et que cette approche-là pouvait aussi être féconde. Alors il se trouvait que sur le Yémen, ça n'avait pas réellement été fait, d'essayer de comprendre comment ce pays-là, avec une histoire si singulière, qui charrie tant de représentations. Alors évidemment, dans l'imaginaire français, il y a toutes les représentations liées à Malraux, à Rimbaud, à Paul Nizan. Il y a l'imaginaire lié à la reine de Saba. Et puis, de façon plus récente,
il y a l'imaginaire lié à Al-Qaïda, les origines yéménites d'Oussama Ben Laden, tout ça, et donc d'essayer de voir comment ce pays-là, avec ces représentations-là, s'inscrivait dans des interactions assez intéressantes avec le monde. Et cette dimension-là, je dirais que elle n'a été possible que parce que justement j'avais été privé de terrain et que j'avais envie d'en faire quelque chose d'un peu, je dirais, constructif. C'est un pas de côté qui s'est imposé. Alors ça, c'est des questions méthodologiques, c'est des questions qui, je dirais, concernent les chercheurs et éventuellement les lecteurs, mais qui n'oublient pas non plus la réalité de ce que la guerre fait à une société. Et ce qu'elle fait à une société, c'est qu'elle impose aussi un certain nombre de nouvelles logiques de recherche. Par-delà la question de pas de côté qu'on se voit imposer, eh bien, il y a des nouveaux questionnements qui fatalement émergent. Si on s'intéresse aux interactions du Yémen avec le monde, eh bien, on a évidemment la question de la lutte antiterroriste qui intervient, on a les questions, les enjeux diplomatiques, et puis les enjeux peut-être plus directement liés à l'image du pays, le fait qu'on décrive cette guerre comme étant une guerre cachée, d'essayer de voir dans quelle mesure c'est vrai, les discours qui entourent la situation humanitaire, avec un discours alarmiste dès le départ, ou simplement pour voir qu'est-ce que ça charrie, à quelles occasions on parle du Yémen, tous ces éléments qui montrent qu'effectivement la guerre et la privation et donc de terrain eh bien, imposent un certain nombre de problématiques. Dans le même temps, ces problématiques, elles s'accompagnent aussi de nouvelles formes de sollicitation. C'est-à-dire que quand on est chercheur, et pas seulement parce qu'on est en train d'assurer, je dirais, la promotion d'un livre ou bien d'accompagner la sortie d'un travail, eh bien, il y a tout un tas de sollicitations qui sont importantes et qui vont transformer le travail qu'on fait en tant que chercheur. C'est les sollicitations qui sont évidemment médiatiques. Alors, en tant que chercheur, chacun est libre, je dirais, d'avoir sa propre démarche, sa propre stratégie, sa propre réflexion par rapport à ça, mais on ne peut pas nier que ça devient malgré tout une partie importante de l'activité. Ça devient aussi une compétence qu'on a ou qu'on n'a pas, ou qu'on acquiert ou pas, mais qui est importante, de savoir qu'est-ce qu'on accepte, quelles sont les émissions qu'on va tout de suite trouver comme étant intéressantes pour soi ou bien qui permettent de toucher un autre public. Et tous ces éléments-là sont effectivement produits par la guerre, parce que la guerre, même si on peut avoir en tant touché par le conflit, eh bien, l'impression qu'il n'y a jamais assez qui est produit, mais malgré tout, il y a tout de même ces sollicitations qui sont importantes et qui reconfigurent pour partie le travail qu'on fait. En sachant aussi que intervenir dans les médias, c'est parfois être confronté à des questions auxquelles on n'a pas envie de répondre, mais l'effet du direct peut par exemple induire qu'on adopte des positionnements qui manquent de nuances, on peut faire des erreurs, et ces erreurs aussi, elles coûtent d'une certaine manière cher, y compris pour l'accès futur. Donc il faut avoir le sentiment, avoir bien en tête que ça a aussi un coût d'une certaine manière de s'engager dans l'espace médiatique. Et puis parlant des sollicitations, il y a les sollicitations qui sont plus institutionnelles, qui là posent un certain nombre d'autres questions, notamment quand elles ont trait aux institutions que les chercheurs ont tendance à considérer avec plus de prudence, type les institutions liées à la défense, liées au renseignement, tout ça, qui produisent effectivement des sollicitations. Et là, chacun, je dirais, est libre d'essayer de voir ce que ça peut produire. Puis pour ce qui concerne
le Yémen, il y a d'autres types de sollicitations qui sont liées aussi au positionnement des belligérants ou d'acteurs qui sont réputés comme étant proches des belligérants, que ce soit les médias, soit les ambassades, etc., où on peut avoir le sentiment de se trouver d'une certaine manière manipulé, même si on a chacun son libre arbitre, mais d'avoir, je me souviens qu'il y avait par exemple des journalistes d'Al Jazeera qui faisaient un documentaire qui peut-être avait tout à fait, je veux dire, qui sur le plan déontologique était très bien, mais malgré tout on peut se dire, bon, est-ce que c'est forcément bien de s'afficher considérant les tensions régionales, considérant aussi le fait que, ben oui, quand on travaille avec des journalistes, et particulièrement en format audiovisuel, eh bien, on a très très peu de maîtrise sur le produit final. On peut parler pendant 1 heure et puis se rendre compte qu'on va seulement avoir une phrase et qui peut-être, et même souvent, est la phrase, je dirais presque la plus maladroite. Et donc tout cet univers-là eh bien, transforme évidemment la pratique de recherche et induit des nouvelles réflexions parce que justement il y a ces nouvelles sollicitations. Et face à ces nouvelles sollicitations, je dirais qu'il y a aussi, je ne sais pas si je dois dire des nouvelles concurrences, mais il y a malgré tout, si l'espace n'est pas occupé par des chercheurs qui effectivement ont une certaine maîtrise du terrain, eh bien on voit émerger des experts qui vont au mieux avoir un discours qui est convenu, au pire dire des bêtises, et eh bien ça induit aussi énormément de frustration, tout simplement parce qu'on se dit mais quelle attitude on doit avoir si on est invité sur BFM TV, que soi-même on n'a pas envie d'y aller et puis qu'on se rend compte que bon, par curiosité on va regarder et puis que c'est quelqu'un qui soit a un discours extrêmement biaisé, soit dit des bêtises, et bien comment est-ce qu'on agit par rapport à ça. Je pense que c'est des enjeux qui sont assez importants parce qu'ils deviennent extrêmement prégnants du fait de la guerre. Et que même si on peut estimer il y a une couverture médiatique, un intérêt institutionnel insuffisant, et bien si en tant que chercheur qui d'une certaine manière eh bien, se pose des questions et on estime qu'on se pose ou on essaie de se poser les questions le mieux possible, eh bien ça je veux dire, on est confronté à des formes de dilemmes qu'on ne peut pas éluder tout le temps. Je sais qu'il y a un certain nombre de collègues qui refusent systématiquement, pas forcément sur la question yéménite, mais qui estiment que non, ils ne souhaitent pas jouer ce jeu-là. Mais moi, ça me semble problématique et je pense qu'il y a matière à discussion. Après, et ça me semble important et je pense que c'est quelque chose qui fera bien le lien avec le propos de Franck. Il me semble qu'il y a aussi un certain nombre d'exigences qui sont importantes. C'est celle de valoriser aussi les voix des Yéménites. Et ça, je dirais que dans l'espace francophone, c'est quelque chose qui laisse énormément à désirer. Vous voyez que nous sommes deux Français ici, et c'est d'une certaine manière dommage soit de ne pas penser, soit d'avoir un fonctionnement qui fait que, eh bien, on a l'impression que si on parle de mieux en mieux du Yémen, de plus en plus du Yémen dans les médias, eh bien, ce qui manque, c'est aussi les voix yéménites, pour tout un tas de raisons, qui sont parfois aussi des raisons linguistiques, des raisons d'accès, le fait que eh bien, les Yéménites sont parfois pris aussi dans des tensions qui peuvent être autres, le fait de ne pas nécessairement s'engager, des problèmes d'accès parce qu'ils ne sont pas à Paris, tout un tas de questions qu'on va souvent considérer comme étant des bonnes raisons, mais il reste qu'il y a cette exigence, c'est de se dire, bon, les voix yéménites, on doit réussir à faire l'effort pour justement les mettre en avant, les valoriser. Et la publication qu'avait dirigée Franck, donc Yémen, écrire la guerre, jouait justement et s'inscrivait pleinement dans cette réflexion qui était hautement nécessaire. Après, face à la question de l'engagement qu'on peut avoir en tant que chercheur face à une situation de guerre, c'est, je dirais, une forme
de juste distance qu'on doit avoir aussi par rapport à la situation de guerre. Non pas parce que seulement on a des tas de situations qui nous touchent, soit parce qu'il y a des contacts, des gens, des amis qui vivent des situations très très difficiles, mais aussi parce que d'une certaine manière c'est chronophage de s'intéresser finalement au quotidien de la guerre, c'est-à-dire de se focaliser sur le champ de bataille. Et que ça dure, à mon sens, un temps. On a aujourd'hui des tas d'instruments, je veux dire que ce soit avec Internet, soit avec Twitter, soit les sites d'information en ligne. On arrive à suivre au quotidien les batailles, savoir oui, s'il y a des avancées, ça veut connaître les controverses, etc. Ça peut être chronophage, ça peut occuper très largement l'esprit. Et je pense que, par exemple, avec la Syrie, il y a beaucoup qui se sont d'une certaine manière brûlés les ailes, des personnes qui suivaient réellement au quotidien le Yémen, et on guette, je dirais, alors c'est peut-être excessif, mais une forme de burn-out aussi, c'est-à-dire que plus la guerre dure, plus on se retrouve bien confronté à tout ce quotidien, tout l'aspect technique qui, d'une certaine manière, avant, nous avait absolument pas intéressé. Moi, je veux dire, savoir ce qui se passe sur un terrain, savoir la fragmentation d'un terrain de guerre, un champ de bataille, savoir s'il y a des avancées de quelques kilomètres ou bien si c'est gelé. Toutes ces questions-là, moi, me semblent pas directement pertinentes par rapport aux questionnements scientifiques qui ont été les miens précédemment. Et donc il s'agit aussi de garder cette bonne distance, c'est-à-dire préserver aussi les questionnements scientifiques qui ont été les nôtres et qu'on doit conserver, parce qu'on n'est pas des commentateurs. Je veux dire, de savoir si bien ce qui s'est passé depuis 24 heures ou 48 heures, c'est souvent ce qui intéresse les médias, c'est souvent ce qui intéresse aussi les institutions qui peuvent nous solliciter. Je dirais d'une certaine manière, moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Et je garde cette liberté de choisir d'une certaine manière ce qui peut m'intéresser, et c'est aussi un moyen de préserver justement cette dimension scientifique et préserver aussi peut-être sa propre santé psychique quand on est confronté à ce temps long de la guerre et voilà, une situation qui donne l'impression d'être totalement inextricable malheureusement. Bien, ben merci beaucoup. Manon Nourtanou, c'est le cercle des chercheurs sur le Moyen-Orient de m'avoir invité, de m'avoir donc donné cette occasion de partager avec vous quelques réflexions qui vont être certainement complémentaires avec ce que vient de dire Laurent sur la question de la recherche dans un contexte de guerre. Donc au Yémen, c'est une question en fait qui est lancinante pour des chercheurs qui privilégient pour la collecte des données, l'accès au terrain, et puis aussi par le biais des observations, des entretiens, du partage de situations. Je ne veux pas parler d'observation participantes parce que c'est une expression maintenant caduque en anthropologie, mais il va de soi qu'effectivement il faut être là, il faut observer, il faut s'entretenir avec les gens, il faut aussi percevoir leur représentation, etc. Et tout cela, évidemment, l'impossibilité du terrain rend tout cela difficile. Alors donc ça pose aussi des problèmes éthiques et professionnels, donc comme l'a très bien rappelé Laurent. Et puis ça pose aussi des questions particulières concernant les inflexions données à la recherche, à sa recherche. Si on décide, parfois même malgré soi, de continuer à travailler sur un pays dont l'accès est devenu impossible. Quelque part, je crois que Laurent l'a très bien dit, c'est aussi les sollicitations. C'est un petit peu comme parfois on écrit un livre parce qu'un éditeur nous demande d'écrire un livre. Donc, mais là, c'est aussi les sollicitations un peu d'un milieu qui soit politique, médiatique ou autre, de recherche éventuellement. Enfin, cet ensemble-là, une espèce qu'on pourrait appeler une sphère publique, qui fait que notre propre position dans cette sphère académique aussi fait qu'on se sent parfois obligé de continuer sur un terrain qui nous est difficile d'accès parce que justement il y a des considérations éthiques. On ne veut pas lâcher le morceau d'une certaine façon, et puis il y a une certaine fidélité aussi par rapport aux années passées et aux personnes que l'on a connues aussi dans le pays. Moi j'ai passé une douzaine d'années au Yémen sur plusieurs séjours, et effectivement cette fidélité-là, cette loyauté finalement implique aussi des orientations professionnelles.
Alors, c'est vrai que cette longue fréquentation du pays pour un chercheur permet, en fait, d'une certaine façon, de se colter avec une histoire longue, aussi de percevoir des dynamiques qu'il peut ensuite suivre sur plusieurs décennies. Et donc, d'observer des transformations sociales et politiques majeures durant ses séjours, et ensuite qu'il peut, d'une certaine façon, dont il a la mesure qu'il peut en partie, en tout cas, décrypter et analyser. Disons qu'il y a ces travaux de terrain sur le long terme permettent d'avoir les instruments pour les décrypter en tous les cas. D'autant plus quand, justement, ces séjours se sont passés dans des contextes extrêmement différents, temporels extrêmement différents, c'est-à-dire avant l'unité du Yémen, avant 1990, et après. Et là, finalement, on est devant un ensemble national qui est complètement différent, puisque avant l'unité du Yémen, il y avait deux pays, le Yémen du Nord et le Yémen du Sud. Le Yémen du Nord, République arabe du Yémen, Yémen du Sud, République populaire et démocratique du Yémen, dont le nom signifie bien son orientation socialiste, marxisante, et deux pays qui avaient donc deux systèmes politiques différents, deux sociétés presque différentes, hein, parce que quand on allait d'Aden à Sanaa, on voyait, si on arrivait, si on pouvait y aller, on voyait les contrastes extrêmement forts entre ces deux pays. Et ensuite, l'unité après 90 qui voit les deux pays s'unir et sous un même système politique avec l'instauration d'un pluralisme politique, avec notamment aussi la création de syndicats, de partis politiques, etc. Mais dans le même temps, ce qu'on a pu aussi discerner durant ces deux périodes, justement la période d'avant l'unité et la période d'après l'unité, c'est une constatation qui permet aujourd'hui d'analyser certaines dynamiques contemporaines, c'est la montée des identifications régionalistes dans un contexte de relations entre centre et périphérie au pluriel, plusieurs centres, plusieurs périphéries, ces relations qui sont spécifiques au Yémen. Lorsque dans les années 2000, donc j'avais déjà quitté le Yémen, je tentais d'enquêter sur le mouvement sudiste, en retournant à Aden, en allant à Londres, etc. Sur le mouvement sudiste, c'est-à-dire sur le mouvement qui à partir de 2007 devient véritablement séparatiste au sud du Yémen. Et là, on a une carte du Yémen donc avec Aden, je ne sais pas si vous le voyez, au sud du pays. Donc, dans l'ancienne République populaire et démocratique du Yémen, un mouvement sudiste commence à vraiment se développer à partir de 2007 avec des revendications séparatistes. Et lorsque j'habitais à Sanaa et que j'avais rencontré plusieurs acteurs du Sud, plusieurs habitants du Sud, je voyais combien, à l'époque, dans les années 90, la revendication de l'unité était très populaire. Et les mêmes qui parlaient avec fierté de l'unité du Yémen avant même celle de l'Allemagne, quelques années plus tard, se retrouvaient séparatistes. Hein, c'est des séparatistes sudistes. Donc tout cela montre que non seulement on est face au Yémen, on est face à un espace flexible, avec un ensemble national, avec un morcellement régional extrêmement fort, mais on a aussi des identifications également flexibles, qu'elles soient tribales, régionales, idéologiques, confessionnelles. Et ça, c'est effectivement à partir de l'expérience du terrain que l'on peut peut-être justement avoir ce type d'observation. Alors, les thématiques de recherche choisies par les chercheurs occidentaux en général, mais aussi yéménites, avant 2014-2015, c'est-à-dire avant le déclenchement de la guerre. Alors sur la datation des déclenchements de la guerre, souvent on s'accorde sur le 25-26 mars 2015, puisque c'est le début des bombardements aériens saoudiens. Mais il faut bien savoir que la guerre a commencé avant, en 2014, avec justement la progression des Houthis jusqu'à Sanaa, avec la prise de Sanaa le 21 septembre 2014, et ensuite l'expansion de l'alliance des Houthis et de Saleh, des forces de Ali Abdallah Saleh et de celles des Houthis, dans l'ensemble du pays, avant le déclenchement de l'intervention saoudienne en 2015. Donc, les thématiques et les espaces de recherche choisis par les chercheurs peuvent être divisés entre avant et après l'unité, évidemment.
puisque avant l'unité, les chercheurs n'avaient presque pas accès, à l'exception des archéologues, au Yémen du Sud. Très peu de recherches ont été faites sur le Yémen du Sud avant l'unité, à part quelques livres sur les relations internationales du Yémen du Sud ou sur le système politique du Yémen du Sud. Il y avait très peu de recherches, il n'y avait pas de recherche pratiquement de terrain en sciences sociales au Yémen du Sud. En revanche, il y avait pas mal de chercheurs qui travaillaient sur l'ex-Yémen du Nord, notamment à partir des années 80. Et là, il faut effectivement signaler le rôle des deux centres de recherche qui existaient à Sanaa, le Centre français d'études yéménites, à l'époque ça s'appelait comme ça, et le Centre américain d'études yéménites qui accueillait les chercheurs occidentaux et qui aussi entretenait des relations avec les chercheurs yéménites et qui aussi avait un rôle important de publication et de diffusion. Donc on avait la chance d'avoir deux bases comme ça de recherche en plus des institutions locales. Et il faut rappeler qu'avec l'unité se mettait en place donc ce pluralisme médiatique, politique, éditorial, qui favorisait des expressions diverses, variées, en dépit de la censure qui existait toujours. Et donc ça là aussi s'est reflété dans le type d'écriture qui a fleuri à l'époque dans les années 2000, 90 et 2000 au Yémen. Et une part s'est reflétée aussi dans le domaine de la recherche yéménite elle-même. Puisque à l'époque, dans les années 90, j'avais en charge donc le Centre français d'études yéménites et puisque j'ai un tropisme un peu sur la question des bibliothèques et des livres et de l'édition, je me chargeais aussi d'acheter toute la littérature au sens large, c'est-à-dire toutes les productions yéménites, presque tous les jours, dans les librairies de Sanaa ou d'ailleurs, et effectivement il y avait une diversité extrêmement grande de la production éditoriale yéménite à cette époque. Et donc les études qui ont eu lieu après l'unité se sont notamment concentrées sur les mouvements islamistes, les différents partis politiques, le Congrès populaire général qui était le parti de l'ex-président Saleh, sur le système politique yéménite, et donc on documenté une période importante de l'histoire yéménite avant le surgissement de la contestation en 2011-2012, de contestation de masse contre le président Saleh en 2011-2012, qui, on pourrait dire, a été la dernière phase historique, pour l'instant, qui a donné lieu à des enquêtes de terrain au Yémen. Plusieurs chercheurs dans différentes disciplines étaient encore au Yémen à cette époque. On en a une trace, notamment dans le livre qu'on a dirigé avec Laurent Bonnefoy et Marine Poirier, qui s'appelle « Le Yémen, le tournant révolutionnaire », qui a été publié en 2012 chez Cartala. Mais il y a aussi des publications anglo-saxonnes ou arabes sur le sujet. Mais ce qui est intéressant aussi de voir, et je pense que ça a un effet sur la recherche aujourd'hui, et notamment aussi certains positionnements politiques des chercheurs, parce que le chercheur n'est pas toujours dans cette neutralité qu'il aimerait en tout cas avoir, en tout cas dans cette distance totale. Il peut avoir aussi des positionnements qui sont presque par deux vers soi, et certaines orientations de la recherche avant l'unité au Yémen du Nord sont intéressantes à observer. Pourquoi ? Parce que la plupart des recherches, en tout cas d'ordre anthropologique, avant l'unité, étaient concentrées sur le milieu tribal des hauts plateaux du Nord. C'est-à-dire ce qu'on appelle aussi souvent les hauts plateaux zéidites, c'est-à-dire autour de Sanaa jusqu'à Saarda, jusqu'à Damar, plus au sud, etc. Un anthropologue autrichien, André Gingrich, a ainsi fait remarquer, dans un article publié en 1993, j'insiste sur la date, qu'un grand nombre d'études, je cite, qu'un grand nombre d'études ethnographiques sur la région des hauts plateaux ont été réalisées à proximité de centres urbains, tels que Sanaa, Ib, Amran, et Saarda, etc. Bien que ces études soient importantes, dit-il, et finement réalisées, ils ont cependant introduit un biais urbain, ce que lui il appelle un biais urbain, là je traduis de l'anglais, dans la perspective spatiale. C'est-à-dire ce qu'il aurait aimé, lui, c'est qu'il y ait plus d'études, parce que lui-même a travaillé sur une région aux confins de la province de Saarda, sur la région de Munabbeh, c'est une région tribale. Il aurait souhaité qu'on prenne en compte aussi, quelque part, les marges tribales des hauts plateaux, et pas seulement ce qui se passait autour des villes, même si ça concernait des milieux tribaux. Moi, j'ajoute à son observation
qu'il y avait aussi un biais tribal. Lui, il parle d'un biais urbain dans les études tribales, mais moi je dis qu'il y avait aussi un biais tribal dans le sens que la plupart des études, notamment anthropologiques, concernaient le monde tribal. Et donc, très peu de travaux avaient été faits sur les villes. Il a fallu attendre l'arrivée de quelques anthropologues, notamment français, et des géographes aussi français, pour travailler sur Samarra ou Aden. Mais par exemple, beaucoup de villes n'ont pas eu leurs anthropologues ou leurs géographes. Voilà. Là, justement, pour ce qui concerne la recherche sur le milieu tribal, finalement, il n'y a plus qu'une chercheur qui travaille sur cette question, pratiquement, en tout cas qui a réussi à faire du terrain jusqu'assez récemment. C'est l'anthropologue allemande Marieke Brandt, qui, dans l'ouvrage publié en 2017, porte sur l'histoire du conflit houthiste et sur les tribus et la politique au Yémen. Donc elle l'a intitulé Tribes and Politics in Yemen, a History of the Houthi Conflict. Donc on pourrait dire que c'est presque le dernier travail en fait lié à une étude de terrain qui a porté sur le milieu tribal. Mais ce biais tribal, il a aussi pour conséquence le fait de voir les autres régions du Yémen d'une façon déséquilibrée par rapport au système tribal. Puisque dans les autres régions du Yémen, il peut exister aussi une organisation tribale, mais qui n'a pas la même réalité, parfois même la même force, que dans les hauts plateaux du Nord. Et donc il y a une variabilité de la présence tribale, de la force de l'organisation tribale, extrêmement forte au Yémen. Et souvent, justement, on parle des tribus yéménites. Tribus yéménites qui, souvent, est une projection d'un regard qui a été, en fait, construit au nord du pays, Et on a l'impression que l'organisation tribale serait uniforme dans tout le pays et reflèterait les mêmes capacités de mobilisation. Je prends un exemple. À partir de 2015, de février 2015, il y a le long siège de la ville de Taïz, donc qui est au nord d'Aden, là, merci beaucoup, et qui est au sud de Samarra. Long siège de la ville de Taïz par les forces houthistes alliées à celle de Saleh, de Ali Abdallah Saleh, qui a donné lieu à une forte résistance de la part d'unités militaires fidèles à Hadi, au président Hadi, et aussi de la part de milices qui se sont constituées en ce qu'on a appelé la résistance populaire, al-Muqawama Sha'biya, contre les houthistes et Saleh, des milices parfois aussi d'obédience salafiste, on a un petit peu de tout. Et on a parlé du rôle joué par un des chefs de la résistance à ce moment-là, en tout cas en 2015, c'est Hamoud al-Mirlafi, qui fut pendant un an qualifié de chef de la résistance populaire dans la région de Taïz et qui a été obligé de quitter la ville pour Riyad le 2 avril 2016 sous la pression notamment des Saoudiens, des Émiriens, mais aussi des forces salafistes qui voulaient s'en débarrasser, etc. Mais pour revenir à la question de la tribu, c'est qu'on l'a présenté comme étant le cheikh al-Mashayikh, c'est-à-dire le chef suprême des tribus de Sharab. Ce qui n'a aucune comparaison avec ce que peut être un chef de tribu dans les régions du Nord. Donc, effectivement, le vocabulaire tribal est employé, mais en même temps, les réalités qu'il désigne sont totalement différentes d'une région à l'autre du Yémen. Alors, de quel Yémen parle-t-on ? On a vu que cet ensemble national, aujourd'hui, il est menacé dans son unité, il peut être disloqué, il est en tout cas très morcelé. Il y a plusieurs pouvoirs qui se partagent le pays. C'est vrai que la menace séparatiste sudiste accapare tous les regards, d'autant plus que le 11 mai 2017 a été créé à Aden le Conseil de transition sudiste, soutenu par les Émirats arabes unis et qui revendique une séparation de l'ex-Yémen du Sud et qui a ressorti, mais enfin c'était déjà avant, l'ex-drapeau du Yémen du Sud. Ça ne veut pas dire qu'ils veulent revenir au régime socialiste qui existait entre 67 et 90, simplement ils veulent rétablir tous les attributs nationaux qui existaient avant 1990, dont le drapeau. Mais cela, ça peut obscurcir d'autres lignes de tension régionalistes.
qu'elle soit interne au sud d'ailleurs. On sait notamment que le président Hadi lui-même est originaire d'une région qui s'appelle Abyan, qui a joué un rôle très important, enfin je passe sur les détails, mais pendant la guerre, de nombreux combattants de la région d'Abyan ont été aux côtés des forces nordistes pendant la guerre de 1994, et c'est pour cela que le président Hadi, en tout cas c'est une des raisons pour lesquelles le président Hadi, originaire du sud certes, mais d'Abyan, a été vice-président dans la dernière phase du régime d'Ali Abdallah Saleh, après 1994. Hein. C'est justement pour avoir une caution sudiste. Mais évidemment, devant lui, il y avait d'autres forces sudistes, d'autres régions, Daler, Yafer, etc., qui ont d'autres positionnements par rapport au sud. Mais il y a aussi des lignes de fracture d'autres ensembles régionaux, tels que Taez, que je viens de mentionner, la Tiama, la région littorale de la mer Rouge avec le port de Hodeida, où se passe aujourd'hui, disons, une trêve très précaire et les combats pourraient peut-être reprendre. Mais cela aussi est lié, cette façon de voir de manière un peu lointaine ces différenciations régionales est aussi liée parfois, hein, je dis parfois, j'essaye de ne pas généraliser, même si il faut arriver parfois, souvent à des conclusions hein, lorsqu'on essaye d'entendre des analyses, c'est aussi lié au fait qu'il y a eu un tropisme de la recherche avant 90, mais qui s'est prolongé un petit peu après, sur les hauts plateaux zaydites, sur les hauts plateaux du Nord, pour ne souvent considérer le Yémen qu'à partir de cette région, hein, qui, de Yarim à Saada, en passant par les capitales Sanaa, rassemblait une population qu'on dirait majoritairement zaydite, mais qui à l'époque n'était pas, le qualificatif de zaydite n'était pas si évident que ça, en fait. Tout le monde ne se réclamait pas du zaydisme. Et donc on a projeté à partir de cette région des considérations sur l'ensemble yéménite. C'était comme si, en fait, le reste du Yémen était moins authentique, comme si le vrai Yémen ne se trouvait qu'au nord, avec l'homme de tribu portant sa jambia, comme si finalement l'exotisme, finalement certains regards exotiques jouaient. Et cette représentation perdure d'ailleurs chez certains spécialistes du pays, et dû évidemment au fait que c'était aussi le nord, cette région, qui finalement gouvernait le reste du pays, et que aussi la recherche n'avait pas pénétré d'autres régions ou ne s'était pas intéressée à d'autres régions, notamment Taez, qui a joué un rôle extrêmement important dans la révolution yéménite, justement du fait de cette différenciation, de cette impression de marginalisation politique dans l'ensemble yéménite, alors qu'on retrouve dans cette région, dans la région de Taez, de nombreuses personnes éduquées, une vie culturelle très importante, un taux d'éducation extrêmement important, etc. Et donc il y a eu, si on peut dire, association entre haut plateau, tribu, système tribal et yéménité. Hein, comme si le reste du pays, finalement, était un peu moins yéménite que ces hauts plateaux. Et donc, cette perception des habitants de nombreuses régions comme étant des habitants de deuxième rang, comme étant des citoyens de deuxième zone, a été particulièrement importante pour expliquer des dynamiques contemporaines, très contemporaines, à la fois la révolution de 2011 et aussi des dynamiques de guerre aujourd'hui, et également le fait qu'on a pu penser, c'est une chercheure qui vient de yéménite, Meissa Shoujareddin, qui vient de publier un article là-dessus dans Sanaa Center for Strategic Studies, que cette question régionale, finalement, a été aussi un des moteurs de la guerre au Yémen. Elle dit que, par exemple, le projet fédéral qui était promu par Hadi en 2013, à la fin du dialogue national, la conférence du dialogue national, qui souhaitait, donc dans ce projet fédéral, diviser le pays en 6 régions, avec aussi un affaiblissement du pouvoir central, mais avec une division de la région nord autour de Sarda,
qui empêchait pour les Houthis, dont c'était le bastion, d'avoir des ressources économiques et aussi d'avoir un accès à la mer, d'où aussi le fait qu'ils tiennent beaucoup à garder Hodeïda aujourd'hui. Hein. Eh bien, pour elle, ce projet fédéral, finalement, a été aussi une des raisons de la guerre. On pourra ajouter, parmi les autres raisons, évidemment, ce que j'ai appelé comme étant une guerre de succession entre les différents lambeaux qui formaient le système politique yéménite avant 2011. Alors, effectivement, sur cette mouvance zaïdite, justement, qui avait été repérée à partir des années 90 par certains chercheurs, là je citerai notamment le très bon livre de Sami d'Orléans qui s'intitule La mouvance zaïdite dans le Yémen contemporain, qui a été publié par l'Harmattan en 2013. Aujourd'hui, finalement, malgré sa centralité, la centralité de cette mouvance zaïdite, puisque ce sont les Houthis, un mouvement qui se réclame du zaïdisme politique, on pourrait dire, hein, qui gouverne Sanaa et une grande partie du Yémen, c'est-à-dire la partie la plus peuplée du Yémen, finalement, eh bien, on sait très peu de choses, finalement, sur différents thèmes liés à ce zaïdisme politique, notamment sur la part d'adhésion des populations dans différentes régions sous contrôle des Houthis. Et là, heureusement, on a peut-être aussi, comme je parlais de Marieke Brandt comme étant une des dernières chercheurs qui a travaillé sur le tribalisme au Yémen, l'organisation tribale, on a là récemment une jeune chercheure, femme égyptienne, qui vient de soutenir une thèse à l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence, le 31 janvier 2019, c'est très récent, et qui s'appelle Habiba Ashraf, et qui vient de soutenir une thèse qui s'intitule « Travailler la communauté, dire le sens, mobilisation chiite au Yémen et au Bahreïn, Ansar Allah, les partisans de Dieu, qui est le nom du mouvement politique des Houthis, et Al-Wifaq, le nom d'un mouvement politique chiite au Bahreïn. » Et donc, Madame Habiba Ashraf a été une des dernières à avoir fait du terrain, assez récemment en fait, avoir été acceptée par des leaders houthis et avoir notamment travaillé sur un corpus de textes, notamment les déclarations, les textes écrits par Hussein al-Houthi, un des leaders du mouvement qui est mort en 2004, et qui n'est pas en fait diffusé dans toute la communauté zaïdite, et surtout, non seulement pas dans toute la communauté zaïdite, mais non plus au sein de tous les partisans houthis. Donc c'est très intéressant qu'elle a pu avoir justement accès à ce corpus qui est aujourd'hui présent dans sa thèse et qui va certainement être publié parce qu'on lui a évidemment conseillé de publier. Donc ça nous donne accès aussi aux stratégies politiques, au répertoire symbolique, et puis l'ambivalence du discours des acteurs selon le public visé, puisque comme je viens de le mentionner, tous les partisans houthis n'ont pas accès à ce corpus. Alors on pourrait aussi parler d'autres failles évidemment dans la recherche. Par exemple, on peut aujourd'hui considérer la guerre au Yémen comme ayant créé de nouvelles centralités politiques. Hein, je parlais de Taïz. On peut parler d'Aden, bien sûr, Sanaa. Et puis aussi Mareb, à l'est, qui est le fief du général Ali Morsen, donc qui est le vice-président du gouvernement de Hadi, donc un allié de l'Arabie Saoudite, et où là, effectivement, on a très peu de choses justement sur cette région de Mareb qui joue un rôle très important à l'est, et d'autant plus qu'il concentre des ressources. Alors, effectivement, comme je vais terminer là-dessus, comme l'a bien noté Laurent, la guerre a aussi suscité le développement d'une recherche sur commande. Ce qu'on peut qualifier d'expertise, hein, et qui est particulièrement en vogue dans le monde anglo-saxon. Du Chatham House Royal Institute for International Affairs, situé à Londres, jusqu'à l'Institut d'études politiques internationales à Milan,
en passant par toutes les fondations nord-américaines, sans oublier d'ailleurs le centre yéménite Sanaa Center for Strategic Studies, qui est un centre de réflexion et d'expertise indépendant créé à Sanaa en 2014. On a donc la publication régulière d'analyses sur différents aspects de la guerre. Et donc on a finalement aussi une espèce de discours qui, d'une certaine façon, produit une espèce d'entre-soi de l'expertise, hein, puisque, à part de rares personnes qui peuvent avoir accès au terrain, mais enfin, ou par exemple quelques chercheurs yéménites qui sont installés à Sanaa, qui travaillent éventuellement pour le Sanaa Center ou pour d'autres sites qui publient des études, comme par exemple Al-Madaniya consacré à la culture yéménite et aux questions sociales, ou Muatana spécialisé dans la défense des droits humains, ben, la plupart du temps, finalement, c'est une espèce de discours en boucle qui se nourrit de lui-même par toutes ses expertises, hein, qui ressemblent finalement à des études qui sont des études thématiques publiées, donc ce qu'on appelle les policy studies en anglais, études thématiques publiées par les centres de réflexion et d'expertise, et qui sont devenues finalement le principal type de production intellectuelle sur la guerre au Yémen. Auquel vient s'ajouter effectivement le flux des articles de presse ou une analyse paraissant dans la presse arabe et sur les sites yéménites. Évidemment, avec, c'est là où le chercheur doit justement faire agir ses compétences, c'est-à-dire avec une polarisation politique extrêmement forte. Hein, évidemment, notamment dans la presse arabe, les pro-saoudiens, les pro-qataris, comme avec certains journaux, pro-saoudiens, pro-émiriens, ou pro-axe syro-houthiste Iran, qui auront effectivement à chaque fois un discours et un vocabulaire différent par rapport à la guerre, et parfois aussi une présentation des faits différents. Donc c'est effectivement, si on veut continuer à faire une veille scientifique par rapport à ce qui se publie au Yémen, il faut être effectivement très vigilant par rapport aux discours qui sont choisis et aux polarisations politiques qui sont faites. Et donc si on connaît à peu près la carte politique yéménite, il y a beaucoup de choses que l'on ne connaît pas, même avec toutes ces études thématiques, hein, qui sont publiées dans les centres de réflexion, ce que vulgairement on appelle think tanks. C'est-à-dire le degré d'adhésion aux différents pouvoirs, tous les pouvoirs, hein, je ne parle pas seulement des Houthis ou de Hadi, mais tous les différents, le Conseil de transition sudiste, les différentes milices qui occupent certaines villes ou certains quartiers des villes, etc. Le degré d'adhésion, on ne le connaît pas. On ne connaît pas aussi les conséquences de la guerre sur de nouvelles formes de mobilisation et de socialisation politique. On connaît à peu près ce qui se passe de façon indirecte à Sanaa par rapport à ce qu'on peut entendre de certains amis yéménites qui nous racontent ce qui se passe, parfois même de façon anonyme, parce qu'il y a aussi, il règne à Sanaa aussi un contrôle politique extrêmement fort, hein, avec des arrestations arbitraires. De la même façon qu'à Aden, il existe aussi des arrestations arbitraires par les forces qui sont liées aux Émirats arabes unis, etc. Hein, donc, mais dans le même temps, on ne connaît pas finalement aussi les conséquences de la guerre sur l'organisation familiale et sociale. Cette crise humanitaire, elle a aussi un impact sur la famille, l'organisation familiale, l'organisation sociale. À ça, on parle de famine. Un collègue de Médecins sans frontières qui est revenu en décembre de Hodeida et qui a des antennes, Médecins sans frontières a des antennes avec des locaux travaillant à Sanaa, dit que non, il n'y a pas de famine au Yémen. Il y a des restaurants pleins, il y a d'un détournement d'aide alimentaire, hein, il y a des personnes qui mangent à leur faim, et puis il y a un appauvrissement de la population qui fait qu'ils n'ont plus accès effectivement aux ressources alimentaires, mais ces ressources sont présentes au Yémen. Et puis aussi, il y a beaucoup de failles aussi, de manque de connaissances sur les formes de résistance suscitées par la mainmise de l'espace public, que ce soit par les Houthis à Sanaa ou ailleurs, ou contre les forces répressives de tout type, qu'elles soient à Aden ou Taez, si ce n'est qu'à travers quelques témoignages ou articles sporadiques.
Et là, il faut voir aussi que l'état de l'université aujourd'hui, aussi bien à Sanaa qu'à Aden, est dans un état catastrophique au Yémen. Et donc, il n'y a plus de centres de recherche à part gouvernementaux dignes de ce nom dans le pays. Et donc là, effectivement, Laurent a parlé tout à l'heure des voix yéménites. Il faut effectivement louer le courage de ces yéménites qui, malgré tout, malgré l'insécurité, malgré les dangers, continuent à témoigner sur leur pays. Et je pense notamment à Bouchra al-Makhtari, dont j'ai traduit trois articles, 3 textes dans Yémen écrire la guerre. C'est une militante et une écrivaine yéménite qui vit toujours à Sanaa, qui est membre pour dire tout son pédigré, qui est membre du comité central du Parti socialiste yéménite. Hein. Donc là aussi, il faut prendre en considération les positionnements politiques, évidemment, des personnes, mais qui a réussi à faire un ouvrage rassemblant des témoignages de proches de victimes de la guerre au Yémen, qu'ils soient des victimes des bombardements saoudiens, émiriens, des différentes milices, des bombardements houthis à Taïz, etc., de différentes victimes, et est allé enquêter dans l'ensemble du pays. C'est un ouvrage qui est paru en arabe à Beyrouth et que j'espère un jour faire ou voir traduire en France, parce que c'est un témoignage extrêmement précieux. Et justement, si on parlait de cette question éthique et de comment faire de la recherche au Yémen, puisque ce n'est pas non plus le seul type de recherche que je fais, ce n'est pas le seul pays que je suis en tous les cas, c'est que justement il faut continuer peut-être à promouvoir ces voix, à les traduire. Et là justement, je vais essayer de traduire, un entretien que j'ai fait avec Bouchra al-Makhtari en décembre à Beyrouth, lorsqu'elle est arrivée à Beyrouth pour promouvoir son livre au Salon du Livre de Beyrouth, et également aussi un entretien que j'ai fait avec Amr Gamal, qui est le seul réalisateur de fiction, de cinéma yéménite, qui a fait un film sur Aden, sur un mariage à Aden. C'était une œuvre de fiction, 12 jours avant le voyage, le mariage, je crois que ça s'appelle, 10 jours avant le mariage, et qui est un film extrêmement important dans le sens où il montre toutes les contradictions aujourd'hui qui existent à Aden, l'ampleur des destructions, et aussi ce que la guerre a fait également sur l'organisation sociale et familiale. Alors, il faudrait aussi peut-être dans le futur voir, comme on a fait également pour le cas syrien, voir si la guerre n'a pas aussi provoqué de nouvelles écritures yéménites. Et là, j'invite effectivement nos collègues yéménites, parce que c'est eux qui sont les mieux placés à faire cette recherche. Je vous remercie. Juste un point intéressant qui pourra aussi peut-être ouvrir le débat avec une dimension comparative. C'est de constater qu'en dépit de la polarisation très profonde de la société, comme toute société de guerre, il y a un trait assez remarquable de la recherche, c'est justement la faiblesse de cette polarisation. Contrairement à la Syrie, je dirais que la recherche étrangère n'a pas été traversée par des... Franck, là, je suis pas d'accord. C'est d'accord, on pourra en discuter. Mais par des luttes au moins qui ont produit le même type de violence que la Syrie, qui est des désaccords analytiques, etc. Et qui est effectivement, et je pense que ce que Franck a souligné comme étant peut-être un certain nombre de biais tribaux ou nordistes, eh bien, n'ont pas produit le même type de réaction que par exemple avec la Syrie, où là on a réellement eu des situations de gens qui se sont fâchés, ne se parlent plus, qui ont des anathèmes, alors que ça, y compris à l'échelle internationale, et même d'une certaine manière aussi, et c'est sans doute un des traits importants du Yémen, de se rendre compte que les intellectuels continuent malgré tout à avoir un certain nombre d'échanges, même s'ils ne sont pas exactement sur la même longueur d'onde. Mais tu disais que tu n'étais pas... Non, bien sûr, si tu compares avec la Syrie, effectivement, là, la polarisation, elle est extrême. Là, on a carrément 2 camps retranchés. Enfin, disons, je ne sais même pas si c'est des camps, parce qu'en fait, il y a
enfin bref, ouais, parce que j'ai fait aussi un autre ouvrage qui s'appelle Écrit libre de Syrie, de la révolution à la guerre, donc je suis moi-même confronté à cette question de personnes à qui on ne parle plus ou à qui on ne voudrait pas passer justement une table ronde ensemble. Mais sur la question du Yémen, ce que j'ai voulu signifier, c'est effectivement les polarisations sont beaucoup moins importantes, mais dans le même temps, les biais que j'ai essayé de signaler sur ce point de vue finalement nordiste influence aussi parfois aussi des déclarations publiques de certains chercheurs, des pétitions, notamment dans le monde anglo-saxon. Ça nous touche moins en fait en France, mais notamment dans le monde anglo-saxon, et aussi du fait de la politique aussi états-unienne également, hein, et des legs et de l'héritage de la politique états-unienne, notamment depuis 2003, l'invasion de l'Irak. Et c'est vrai que ça, effectivement, on le ressent beaucoup plus dans le monde anglo-saxon, avec une vision comme quoi, avec la reprise parfois même du discours poussiste, dans la description et l'analyse de la guerre. Oui, ça c'est véritablement un enjeu, je pense qu'on n'a sans doute pas assez sous-estimé, et qui renvoie à ce que tu disais également sur l'authenticité. C'est-à-dire de considérer que finalement, eh bien, dans le schéma qu'on devrait avoir, un bon yéménite devrait être un yéménite qui serait opposé à l'Arabie Saoudite. Or, et c'est quelque chose qui est important, moi j'ai à titre personnel toujours essayé de l'affirmer, de garder à l'esprit qu'effectivement il y a de nombreux yéménites qui d'une certaine manière ont soutenu, peut-être ils peuvent être critiques de la façon dont l'intervention s'est passée, mais de dire que bien, dans leur positionnement, ils sont contre les houthis et ils ont applaudi l'intervention. Et ça c'est important, et peut-être que là effectivement de nombreux collègues, et comme tu disais peut-être plus aux États-Unis, parce qu'il y a ce filtre-là de dire eh bien oui, en soutenant les houthis, eh bien je suis aussi contre mon propre gouvernement, parce que mon propre gouvernement est complice des crimes qui sont menés par la coalition. Et donc il y a ce positionnement politique-là qui a été important, mais je n'ai pas le sentiment que, du moins dans notre champ, et parce qu'on fait partie de la même famille aussi du CEFAS en Europe, il y a eu les mêmes types de biais. Merci beaucoup à tous les deux. Effectivement, ça fait écho à d'autres terrains, y compris sur la question de la polarisation, la manière de contourner la distance de fait, mais aussi le tropisme de la recherche en fonction des séquences historiques. Donc on va passer la parole à la salle. Il y a des micros à faire circuler si vous voulez bien lever la main. Moi, ça serait plutôt une question pour revenir à ce que vous avez dit au début, dans l'idée de l'arrivée de la guerre fait abandonner sa recherche. Est-ce que ça crée, et d'abandonner le terrain que vous avez entrepris, est-ce que ça ne crée pas aussi d'autres terrains qui sont déplacés, comme vers la question des réfugiés, qui produit aussi des recherches qui ne sont pas in situ, qui peuvent être en dehors du Yémen, mais qui sont quand même des recherches scientifiques. Non mais effectivement, après, je veux dire, nos cas individuels font que effectivement, on ne s'est pas penché directement sur ces questions de nouveaux espaces qui naissent de la présence de Yéménites là où ils n'étaient pas si présents. Alors il se trouve que la question des réfugiés yéménites est sans doute moins prégnante si on veut continuer à filer la question de la comparaison que par exemple avec la Syrie. Mais malgré tout, je pense qu'il y a un terrain qui devient de plus en plus significatif, c'est la reproduction des interactions entre les élites déplacées au Caire aujourd'hui, où il y a tout le spectre politique yéménite qui est présent, pourtant de façon tout à fait intéressante dans un endroit qui aujourd'hui est extrêmement contraint, mais malgré tout, même des gens qui seraient proches des frères musulmans,
eh bien, peuvent encore être là-bas, être perçus comme tels. Et on a donc tous ces débats qui se reproduisent. Et quand je disais que même, et c'est ça qui est assez fascinant, c'est que des personnes qui ont des positionnements qu'on va percevoir comme antagonistes, eh bien, ils arrivent à se côtoyer par une forme de magie. Et là, il y a effectivement un terrain. Alors les chiffres, je pense qu'ils sont sans doute exagérés. Même moi, on m'a dit qu'il y avait près d'1 million de Yéménites aujourd'hui qui étaient au Caire. Ce qui montre aussi une capacité d'absorption d'une ville monstre comme celle du Caire, sans grande difficulté, parce que les Yéménites trouvent toujours de la place, trouvent toujours des solidarités qui leur permettent de s'adapter. Oui, effectivement, c'est une question importante parce que nos terrains se rétrécissent d'une certaine façon. Qu'on pense à la Syrie notamment. Pour ma part, moi j'ai fait juste un petit terrain en Syrie il y a très longtemps sur une question qui n'avait rien à voir avec qui avait à voir avec le politique, mais qui concernait surtout l'édition et la censure. Et en fait, après, j'ai continué parmi des terrains sur notamment la question des réfugiés mais pas des réfugiés en tant que tels, en fait, des réseaux intellectuels et médiatiques syriens à Istanbul. Et ce qui est intéressant, pour rebondir sur ce que vient de dire Laurent, c'est une partie de ma recherche maintenant, je porte justement sur les réseaux intellectuels et médiatiques arabes à Istanbul, qui est devenue une capitale arabe. Il y a à peu près 3000 journalistes arabes à Istanbul, dont 900 Palestiniens, des Yéménites, qui ont des chaînes satellitaires. On pense à Tawakkul Karman avec sa chaîne satellitaire, d'autres. Il y a des Libyens, etc. Et effectivement, il y a des déplacements aujourd'hui et des relations avec des villes comme le Caire ou Istanbul qui jouent un nouveau rôle et qui sont en fait des centralités de différents pays, centralités externes de différents pays, des espèces de zones franches politiques. Alors pour le Caire, évidemment, il y a une part d'expression qui est refusée, c'est-à-dire que notamment la création de sites de télévision, ce sera impossible. Et donc c'est à Istanbul que ça se passe, selon effectivement les affiliations idéologiques des régimes, etc. Donc effectivement, le chercheur, quelque part, il a une double mission, je dirais. C'est sur le plan, dans l'idéal. Sur le plan général, effectivement, c'est pour ça qu'on parlait aussi d'expertise, parce que l'expertise se nourrit de catégories qu'elle ne remet pas en cause, ou même fait passer des catégories qui sont sujettes à caution, c'est-à-dire des concepts, des notions qui viennent du monde des ONG, qui viennent du monde des Nations Unies, qui viennent du monde du politique, mais qui sont parfois pas remises en question. Alors donc il y a un travail déjà sur les concepts et les catégorisations qui est le travail du chercheur. C'est en ça que la recherche aussi se distingue de l'expertise. Et deuxièmement, la recherche aussi les chercheurs doivent aussi être là pour débusquer des dynamiques et des phénomènes qui ne sont pas visibles. Et ça, effectivement, comme la question que vous avez posée, montre bien justement qu'il faut aller les débusquer et les analyser, puisque sinon on fait que répéter ce qui est déjà fait. Donc il faut aller débusquer ces phénomènes. Je vous remercie de vos exposés. Je connais bien STI, c'est pour ça que je me permets de poser la question suivante. Quelle est l'ampleur est-ce qu'il y a un soutien populaire par rapport à l'intervention de l'Arabie Saoudite, ce que vous appelez la coalition, c'est bien ça, et dans quelle sphère elle se situe par rapport à ces tribus du Nord? Est-ce qu'il y a une opposition ou une résistance populaire forte contre les interventions de la coalition d'une part et du camp chiite appuyé par Syrie et l'Iran? C'est bien ça?
Alors, comme l'avait exprimé Franck, c'est effectivement un angle mort d'une certaine manière. Tout simplement, mesurer un soutien, c'est difficile déjà dans les démocraties, ça l'est encore plus dans une situation de guerre. Donc on peut seulement estimer qu'effectivement il y a sans doute un soutien, puisqu'il y a des personnes qui bénéficient directement de l'intervention, soit financièrement, soit par une aide logistique, mais ces personnes-là sont essentiellement au sud. Il est assez remarquable pour différentes raisons, ce qu'a évoqué aussi Franck, de dire qu'il y a aussi une répression qui est extrêmement bien orchestrée, bien organisée au nord, qui fait taire les voix dissidentes. Mais malgré tout, un des éléments, un des traits saillants, c'est la faiblesse de l'opposition autiste dans les régions du Nord, dans les régions qu'ils contrôlent, ce qui explique pourquoi, eh bien, tout simplement, leur territoire est finalement assez peu contesté aujourd'hui. Donc là, on peut estimer que, eh bien, au moins, ils ont un certain nombre de relais. Par contre, le Sud, donc, qui est je dirais, les personnes qui ont un soutien, ou bien un soutien franc, ou bien un soutien critique à l'égard de la coalition, qui d'une certaine manière appuie leurs avancées et appuie leur lutte contre les autistes. Là par contre on a une réelle fragmentation qu'on a souvent tendance à oublier, puisqu'il y a eu ce conseil de transition sudiste, mais les sudistes eux-mêmes sont loin d'être d'accord. C'est un assemblage qui est extrêmement complexe, avec des anciens socialistes, des libéraux et puis aussi des islamistes qui, même s'ils sont rassemblés derrière l'étoile rouge de l'ancien drapeau du Yémen du Sud, eh bien, ont clairement des options qui sont divergentes, avec potentiellement, et ça a été le cas à Taïz, des affrontements entre différents types de milices. Ouais, je voudrais rajouter qu'il y a que effectivement ça fait déjà disons 4 ans de guerre, 4 ans et demi de guerre. Donc il y a les positionnements aussi sont variables, c'est-à-dire que au départ l'intervention saoudienne, enfin de la coalition, parce qu'il y a plusieurs pays et des Émirats, a été bien vue, bien ressentie dans certaines franges de la population, dans certaines régions, notamment à partir de Taïz et autres, et notamment dans le sud. Mais qu'après 4 ans de guerre, on s'aperçoit aussi que les buts que s'était fixés cette coalition n'ont pas été atteints. Ils ont certes repris des territoires du sud, une partie de la région de Taïz, une partie de la région de Tiama, sur la côte de la mer Rouge. Ils piétinent autour de Hodeïda. Il y a même actuellement des combats dans la région de Hajja, bon, j'ai plus la carte, mais dans la région de Hajja, qui est où des tribus justement sont mobilisés contre les houthistes, mais qui sont... et donc aujourd'hui, il y a aussi, à part les groupes politiques structurés qui reçoivent directement une aide de l'Arabie Saoudite ou des Émirats, comme le Conseil de transition sudiste qui reçoit une aide directe des Émirats, ou certaines milices salafistes ou autres, il y a de la part de la population aussi des protestations contre la présence et la politique émirienne, notamment émirienne et saoudienne, au Yémen, dans les régions qui sont censées être sous le contrôle du président Hadi, qui ne contrôle rien en fait. Même pas à Aden, ni à Taïz, ni ailleurs. Et donc, il y a eu des manifestations qui ont été faites à Aden récemment contre le Conseil de transition sudiste et contre le soutien apporté par les Émirats à différentes pratiques, aux arrestations arbitraires, etc., à la torture, aux prisons clandestines, etc. Et puis, il y a aussi une déception de la part d'une grande partie de la population de Taïz, et dans les deux cas, Taïz et Aden, c'est le fait que, qu'est-ce que nous ont apporté finalement les Saoudiens, les Émiriens? Le fait que le Hadi n'ait toujours pas rétabli son pouvoir, donc il y a une insécurité, il y a une instabilité, il y a différentes forces, il y a différents pouvoirs, donc un désordre, une anarchie, il y a les services publics qui ne sont pas tous rétablis, et en plus, finalement, une conduite de la guerre assez défaillante, quand même, malgré le fait qu'il y a eu, effectivement, certains succès, et le fait qu'ils ont repoussé les forces des Houthistes et de Saleh en dehors du sud et de quelques régions. Mais donc on voit bien qu'aujourd'hui, finalement,
Moi, il me semble, hein, mais sans avoir fait de... En plus, j'ai des témoignages directs de Hodeïda, Hodeïda qui est sous le contrôle des Houthis, où il y a véritablement... Alors, je ne sais pas quelles sont les formes de résistance. On parle d'un mouvement Tiami qui est censé participer aussi à la guerre contre les Houthis, hein, donc contre la mer Rouge. Mais il y a surtout un ressentiment de la population par rapport au pouvoir houthiste à Hodeïda aussi. Hein. Vous voyez, il faut bien voir que là, pourquoi? Parce que justement, il y a aussi une main de fer, hein, qui est imposée sur la ville. Il y a aussi le fait qu'évidemment, il y a une différenciation régionale et confessionnelle très forte entre les deux, entre les Houthis et les gens de Tiama et de Hodeïda. Et puis aussi parce qu'il y a des pratiques économiques, de corruption, etc., qui, comme dans tout pouvoir, se font jour, notamment dans une situation de pénurie où l'aide alimentaire arrive en plus à Hodeïda. Hein, donc tout cela fait que, effectivement, il y a des ressentiments partagés. Ce que partagerait aujourd'hui la population yéménite, en fait, c'est un ressentiment par rapport à tous ces pouvoirs défaillants, en fait. Bonsoir, donc moi j'aurais 3 questions s'il vous plaît. Alors par rapport au rôle de l'Iran au Yémen, il y a 2 écoles qui s'affrontent. La première qui dit en gros que tout est de la faute de l'Iran et que c'est ce qui a provoqué l'intervention saoudienne. L'autre qui dit que l'Iran avait un lien minime avec la Houthi, qu'elle a plutôt saisi l'opportunité de l'engagement saoudien au Yémen pour vouloir affaiblir et transformer le Yémen en Vietnam saoudien. Donc j'aimerais avoir votre avis par rapport à ces hypothèses. Deuxièmement, je voulais savoir que devenait Aqba, Al-Qaïda dans la péninsule arabique au Yémen, puisqu'on en entend très peu parler. Alors il y avait des rumeurs à un moment donné qui disaient que l'Arabie Saoudite épargnait les positions d'Aqba, savoir si oui ou non cette information est confirmée. Et troisièmement, savoir comment, dans un pays comme le Yémen, on peut faire de la recherche sur les questions terroristes, sur les questions djihadistes, puisque je pense que les principaux concernés ne se livrent pas aisément à des interviews, que ce soit avec la presse ou avec des universitaires. Donc comment peut-on étudier les mouvements djihadistes, sachant que voilà, l'accès aux informations directes est pour le moins compliqué? Je vous remercie. On groupe les questions. Question rapide. Y a-t-il des études, recherches, etc., sur l'implantation iranienne, si j'ose dire, dans les plateaux et la transformation confessionnelle des Houthis en chiites du Sima? Et je pose cette question pour une simple raison, c'est que j'ai une épouse qui a fait des études sur la communauté au Liban, communauté, école, etc. Et par hasard, donc, j'ai rencontré quelqu'un qui a joué un rôle je ne peux pas détailler trop, mais qui a joué un rôle dans le sens lié aux Houthis au nord du Yémen. Merci. Alors, j'avais une question. J'ai rencontré le responsable de la Croix-Rouge, auquel il y a un an à peu près, responsable de l'Yémen, et étant moi-même un peu formé par la Fédération de la Croix-Rouge nationale. Existe-t-il une marge de manœuvre acceptable, une socialisation visible, un rapport de force existant avec les belligérants pour faciliter le travail, par exemple, de la Croix-Rouge internationale ou d'autres ONG de première voie? Alors, la question du rôle de l'Iran, elle est effectivement centrale, mais c'est toujours difficile de mesurer une influence et en tant que chercheur d'avoir des éléments suffisants qui vont permettre de l'évaluer, je veux dire, y compris en termes quantitatifs. On n'est pas, ni Franck ni moi ne sommes des policiers, ni des juges d'instruction qui avons les instruments pour
savoir comment se passent des financements, comment se passent des transferts de technologie, des ordres, etc. Alors on peut seulement avoir une approche qui est peut-être un peu critique du discours politique qui va expliquer que l'Iran joue un rôle central. On constate simplement que effectivement les formateurs iraniens jusqu'à présent ils n'ont pas été trouvés ni capturés, que les mouvements d'Iraniens ou bien de Libanais du Hezbollah ils sont extrêmement contraints. Donc on a des éléments qui montrent que cette dimension-là n'est à mon sens pas centrale, ou ce n'est pas elle qui structure le conflit. Elle structure les représentations très largement, mais elle ne joue pas un rôle important. Maintenant sur Al-Qaïda dans la péninsule arabique, alors il y a eu pareil des dynamiques assez différentes, c'est-à-dire qu'il y a eu un moment où on pouvait effectivement se dire que la structure du conflit avait pour effet de légitimer très directement la grille de lecture d'Al-Qaïda dans la péninsule arabique, en induisant une dimension confessionnelle qui était très largement étrangère à l'histoire récente du Yémen. Les Yéménites considéraient que non, nous on ne mange pas du pain confessionnel sunnite chiite. Et pourtant, on voyait que ça s'imposait malgré tout. Et de ce fait-là, Al-Qaïda dans la péninsule arabique parvenait à gagner du terrain, non pas nécessairement sur le plan de l'organisation, parce que dans le même temps, elle se trouvait contrainte par différentes choses, y compris la répression menée par les drones, de façon intéressante, alors que les drones américains avaient été très largement un échec au Yémen jusqu'en 2015. Eh bien, depuis 2015, on a eu un certain nombre de succès, on va dire, des leaders d'Al-Qaïda dans la péninsule arabique qui ont été éliminés. Maintenant, il peut y avoir tout le discours de savoir est-ce que l'élimination des leaders produit en soi un succès ou permet au contraire d'ancrer dans notamment les tribus les idées. Et je pense que là on peut aussi être assez pessimiste. Juste sur la question d'Aqpa, enfin la présence d'Al-Qaïda dans il faut savoir que Al-Qaïda dans la péninsule arabique, qui a des fois c'est un nom local, Ansar al-Sharia, les partisans de la Sharia aussi, a pris Mukalla entre 2015 et 2016, la ville de Mukalla, qui est le grand port du Hadramout. Et en fait, ils ont créé une organisation qui s'appelle les Fils du Hadramout, et ils ont réussi finalement à rester un an dans cette ville, qui est un grand port, un port important, en finalement aussi tissant des relations avec les tribus locales, les notables locaux, etc. Lorsqu'ils sont partis, en fait, ça n'a pas été des véritables combats. Ça a été finalement une négociation avec les Émirats et les milices pro-émiriennes qui ont combattu, enfin toutes les forces qui étaient là contre Aqpa. Et c'est vrai que souvent on parle de miliciens d'Aqpa. Enfin, après, les frontières sont poreuses entre les différents mouvements, mais qui combattent notamment sur le front de Beida à l'est, enfin au sud-est, aux côtés des forces pro-Hadi. On a parlé aussi et on a vu même sur des images des miliciens d'Aqpa ou proches d'Aqpa, en tout cas dans la mouvance, si on peut dire, parce qu'on ne va pas leur demander leur carte d'adhésion, qui était à Taïs aussi. Donc ce conflit a permis en fait de drainer dans l'alliance autour de Hadi, qui est extrêmement lâche, lui-même ne contrôle rien, des éléments d'Aqpa. En revanche, le conflit aussi leur a fait perdre les territoires qu'ils contrôlaient, comme par exemple autour de Zinjibar, dans la région d'Abiyan, ou enfin c'était déjà un peu avant ça, mais surtout dans le Hadramout, il y a véritablement un reflux, en tout cas territorial. Après, dans le même temps, l'atmosphère d'insécurité à Aden n'est pas seulement liée à la présence de miliciens ou de militants d'Aqpa ou de Daesh ou d'autres,
est lié aussi à des voyous, à la criminalité de façon générale. Donc il est difficile de faire part entre ces différents éléments en fait, d'instabilité et de désordre. Il y a une question très importante sur la chiitisation, si on peut dire, des zaydites, qui sont des chiites, qui sont dans la mouvance chiite, mais qui ne reconnaissent pas le 12e imam, ne sont pas des chiites duodécimains. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a effectivement un processus de chiitisation sous influence iranienne, avec notamment le fait que Ashura a été célébré la première fois à Samara. Moi, j'ai habité depuis les années 70, enfin la fin des années 70 à Samara. J'ai jamais vu Ashura. La première fois qu'elle a été célébrée Ashura à Samara, c'est en 2012. Donc, justement, à la suite du mouvement révolutionnaire, etc., il y a eu le commencement de célébration. Et aujourd'hui, c'est une célébration donc, qui est sortie finalement d'une passion zaïdite. Et puis, les savants qui connaissent bien la théologie zaïdite vous diront qu'il y a aussi une part de ce zaïdisme roussiste, si on peut l'appeler comme ça, pour faire vite, qui en fait renvoie à une branche du zaïdisme qui est la plus dure, la jaloudia, c'est-à-dire qui ne reconnaît pas, alors je ne sais pas si c'est de la propagande ou pas, mais en tout cas qui ne reconnaît pas non plus les 3 premiers califes sunnites, 3 sunnites, c'est ça, après Ali. Et donc il y a aussi, c'est pour ça que c'est extrêmement intéressant de voir la part idéologique des Houthis, puisque justement ils inventent aussi non seulement un nouveau chiisme politique qui se rattache à celui qu'on connaît au Liban, au Bahreïn ou ailleurs, en Irak, mais aussi qui a ses caractéristiques propres, yéménites, qui renvoient aussi à une tradition zaïdite et qui puise dans cette tradition des éléments ou d'autres. Et d'ailleurs, dans l'histoire zaïdite du nord des hauts plateaux zaïdites, ce n'est pas, tout à fait inédit que des imams, par exemple, des imams qui étaient d'une certaine tradition plutôt que d'une autre, etc. Il y a eu toujours des controverses au sein même du zaïdisme. Mais là, on a finalement aussi le rattachement de ce zaïdisme-là à un chiisme politique, donc il fait participer à un mouvement beaucoup plus large, transnational. Alors pour ce qui concerne les ONG, les Croix-Rouges, etc., effectivement, ils travaillent donc à Samar, Hodeida, etc. Je prendrai l'exemple de MSF qui a heureusement un personnel local yéménite extrêmement compétent et dévoué, donc ce qui fait qu'ils n'ont pas besoin d'envoyer d'expatriés, mais leur témoignage montre qu'il faut quand même des négociations extrêmement serrées pour pouvoir continuer à non seulement à exister, mais à faire leur travail. Et puis, MSF aussi s'est plaint, alors maintenant tout le monde se plaint des deux bords, mais s'est plaint aussi de bombardements de certains de leurs centres, notamment dans le nord, par des bombardements saoudiens, aériens. Donc il y a aussi des conditions extrêmement dures de travail de la part de ces organisations qui continuent à exister. Et puis dans le sud, on a aussi la présence d'organisations humanitaires saoudiennes et émiriennes, comme King Salman Center et d'autres, qui apportent également de l'aide. Donc il y a aussi effectivement là une politisation également de l'aide humanitaire. Alors le problème avec les humanitaires, c'est que en général, on apprend des choses d'eux en off, parce que off the record, parce qu'effectivement, ils doivent conserver une neutralité pour pouvoir continuer à travailler aussi bien à Aden comme MSF qu'à Samara.